Donc, le temps d'une bière, c'est le temps qu'on prend pour parler de l'histoire, et en l'occurrence, l'histoire de la bière. Fait que, ouais, on prend une bière, puis on parle de faits marquants dans l'histoire de la nourriture, des drogues et de la bouffe. Aujourd'hui, on se concentre sur les microbrasseries. La microbrasserie, comme vous le savez, c'est un peu un retour aux sources, c'est un peu une révolte contre l'industrialisation à outrance, c'est aussi la recherche d'une expérience, on veut pour le temps d'une bière, littéralement s'empiffrer d'aromates, de goûts qui racontent une histoire, qui ont une âme et qui surtout euh, créent une atmosphère différente que la petite canette industrielle à laquelle on s'est habitué pendant très longtemps. Vous seriez peut-être surpris d'apprendre que il y a eu des microbrasseries avant la révolution de la microbrasserie. Puis bizarrement, c'était des brasseries. Si vous pensez que ça n'a pas beaucoup de sens, c'est normal. On va décortiquer ça ensemble avec René Guindon, qui lui est le copropriétaire de La Mer à boire, une microbrasserie à Montréal sur la rue Saint-Denis qui se concentre dans les styles européens. Et René a pour nous décortiqué la littérature sur l'histoire de la bière en Amérique du Nord et il est là pour répondre à une question fondamentale. Y a-t-il eu des microbrasseries avant la fameuse révolution brassicole qu'on a connue au Canada dans les années 1980? Et avant que tu me dises ça, comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis bien imbibé de faits historiques et de bières pour expliquer comment parfois on pense qu'on fait des nouvelles choses, mais dans le fond, on s'appuie sur le passé Mhm. et on le fait d'une façon à trouver des assises, des Mhm. assises à ce qu'on fait et aussi des assises pour se lier au goût du consommateur qui a perdu un peu des choix qui lui étaient offerts par le passé. Donc, pour se remettre en contexte, parlons du 19e siècle parce que c'est là qu'on voit la démocratisation de la bière qu'on connaît aujourd'hui. Donc, tu as eu la révolution industrielle qui a littéralement mis le vent dans les voiles de la bière, a permis la consommation individuelle. Tout d'un coup, le marché de la bière explose. Et puis là, il y a la convergence. Hein. On fait des conglomérats, il y a des brasseries qui ratissent large, qui s'en vont très loin. Mais il y a une poignée de brasseries qui, comme on pourrait dire, vont à contre-courant des masses. Oui, en fait, on pourrait dire que on voit que euh, quand l'offre est homogène, quand l'offre ne peut pas s'adapter à une nouvelle demande, ben une demande peut exister dans les produits de consommation. Mhm. Et à partir des années 80, 90, les gens sont de plus en plus informés sur les produits et sont peut-être plus critiques et voient que, bon, la bière, ce qui s'offre à eux, c'est un produit assez homogène, basé sur un marketing assez agressif et la place du goût dans la bière est mis au second plan. Mhm. Et on s'aperçoit que on nous a peut-être un peu déraciné, on a peut-être un peu trop édulcoré ce qu'une bière pourrait être, Mhm. et on va puiser dans nos expériences communes ou dans nos expériences de famille pour se reprendre en main au niveau de la production de la bière. Mhm. Et j'ai un exemple qui me frappe et qui vient particulièrement de la côte ouest. La côte ouest est, un- une partie des États-Unis, une partie du Canada aussi, qui est distincte, si on veut, au niveau de la production et de la consommation, autant au 19e siècle qu'au 20e siècle. C'est une région assez isolée par les Rocheuses, Mhm. ce qui fait que les grosses brasseries industrielles n'ont pas facilement accès à ce marché-là. Donc, il est possible que des petites brasseries puissent exister sans être dominées par les majors. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'exemple de Anchor Brewery, qui est une brasserie qui existe encore aujourd'hui, qui a connu des chances et des malchances, mais qui est toujours existante. Et Mhm. cette brasserie-là est connue pour sa fameuse bière Steam Beer, une bière qui existe depuis le 19e siècle. Une bière cuite à la vapeur? Elle n'est pas cuite à la vapeur. La particularité de cette bière-là, c'est qu'on a utilisé des levures lager et on les a fait fermenter, sans le vouloir,
à autour de 20 degrés. Donc, en dehors des standards requis pour fermenter une lager. Donc, ce que ça fait, c'est que ça développe beaucoup d'esters fruités. Et donc, ça fait une espèce de bière hybride. Et c'est juste aux États-Unis que ça existe. En fait, ça existe juste en Californie parce que ce style de bière-là a été devenu une marque déposée à partir de 1936. Dans le sens qu'ils ont fait un brevet là-dessus. Ils ont fait un brevet là-dessus. Wow. Et c'est la seule bière, seul style de bière américain où c'est le style qui est breveté. Parce qu'on comprend que les styles de bière, on n'a pas réussi à les breveter. On a breveté des marques, mais on n'a jamais breveté des styles. Sauf cette exception-là qui est la Steam Beer. D'ailleurs, la canette qu'on a avec nous, on a pris soin, qui est faite à la mer à boire, ça s'appelle la Steam. On a évité d'utiliser le terme Steam Beer parce que c'est une marque déposée. C'est ça. Vous ne voulez pas vous faire poursuivre en cours par des gens que vous admirez. Exactement. Et on comprend que dire la Steam, aussi dans le langage québécois, ça veut dire quelque chose. La Steam, ça évoque la vapeur, ça évoque quelque chose de moderne, mais d'un peu ancien aussi. Le steamboat, le steam engine, c'est des termes industriels. Maintenant, on pourrait dire pourquoi ça s'appelle la steam. Il y a toutes sortes de théories là-dessus. Une théorie est que quand on veut refroidir la bière, avant de la mettre en fermentation, on va la mettre ce qu'on appelle des cool ships. Les cool ships, c'est comme une piscine avec très peu de profondeur, dans laquelle on verse le mou pour qu'il soit refroidi le plus rapidement possible. Donc, c'est des grands bassins. Et en envoyant comme ça le mou chaud dans des grands bassins, puis dans des grands bassins qu'on mettait en hauteur pour que l'air soit le plus frais possible, on ouvrait des panneaux et puis on voyait comme une vapeur sortir par la tour, si on veut. Donc, ça faisait comme la vapeur, donc en anglais steam. Donc, c'est une des façons dont les gens auraient perçu. Fait que les gens sur la route qui regardent en haut, en hauteur, ils diraient « Ah ouais, ça, c'est la bière qui fait de la fumée. » Exactement, la steam, la vapeur. Ouais, ou de la vapeur. C'est ça. Un autre dit que lorsque la fermentation, vu que la fermentation se fait à haute température, il y aurait aussi une émanation qui se ferait lors du fermenteur. En fait, il y a plusieurs théories, mais ça reste que quand même, l'appellation Steam Beer, ça a frappé l'imaginaire. C'est quand même une marque, c'est comme une sorte de bière qui est typiquement américaine et qui a un sens auprès des Américains. Donc, cette brasserie-là fait la Steam Beer. Et la Steam Beer, c'est une bière qui est faite en Californie à partir de 1988. Il y a une brasserie qui s'appelle Golden City Brewery. Golden City parce qu'on sait que la ville de San Francisco est liée au Gold Rush, à toute la rue vers l'or. Exactement. Donc, elle fait la Steam Beer. Elle fait la California Common. C'est un style de bière qu'on utilise. Et dire California Common, on pourrait dire Kentucky Common, on pourrait dire... C'est une façon de dire qu'on fait la bière un peu du pays, là, de la région. La bière d'ici qui a le nom d'ici. Exactement. Donc, et cette brasserie-là est en fonction jusqu'en 1980... de 1971 à 1988, elle fait la California Common, aussi surnommée la Steam Beer parce qu'on voit la fumée. D'autres brasseries le font aussi dans la région de San Francisco. Et la région de San Francisco va connaître des mouvements ouvriers, comme on connaît dans les années, dans la fin du 19e siècle. Elle n'échappe pas à ces revendications sociales. Elle va devenir une coopérative. Elle va devenir la coopérative de San Francisco. Et va fonctionner comme ça jusqu'en 96. Et elle était tellement confiante que la California Common était la meilleure bière au monde, était la meilleure bière à offrir, qu'elle ne s'est pas diversifiée. Elle a commencé à perdre du marché, mais elle se disait, nous autres, on fait de la bière de coopérative, les gens vont rester fidèles à nous. Sauf que, ensuite, en fait, le mouvement coopératif venait aussi des demandes des syndicats qui voulaient, entre autres, posséder les moyens de production.
il se disait, bien, nous, on est une coopérative, on vend des gens syndiqués, notre marché est garanti. On ne change pas de sorte de bière, on continue à faire la California Common. Mais là, tranquillement, la révolution lager est là. Les autres brasseries font de la lager. Mhm. Ils sont aussi syndiqués Mhm. et commencent à leur prendre des parts de marché. Ce qui fait que en 96, la brasserie est en faillite. Elle n'arrive pas à payer son malteur. Elle n'arrive plus à acheter son orge parce que Là, on est en quel siècle? on est toujours à la fin du 19e. Donc en 1896, ça va mal. Ça va mal. La brasserie est sur le bord de faire faillite. Et puis, elle doit l'argent à son principal fournisseur, qui est le malteur. Un malteur français, un Alsacien, M. Lux, qui, lui, revend la brasserie, parce que lui, il malte, il ne brasse pas. Il revend la brasserie à M. Baruth, qui, lui, avait commencé les affaires comme fabricant de soda. Donc, il se disait, ben, fabriquer des sodas, brasser la bière, ça ressemble sur le même marché environ. Il garde toujours les employés du malteur français sur place, continue à opérer la brasserie. Et en 1906, catastrophe en San Francisco, tremblement de terre. Ah non, malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Sur les 24 brasseries existantes, 11 sont complètement détruites. Mhm. 8 sont très endommagées. Il en reste 5, dont la Anchor Brewery. Et cette brasserie-là, qui avait réussi à diversifier son produit, c'est-à-dire il faisait de la steam, Mhm. il faisait du porter aussi, il faisait aussi de la lager pour s'assurer d'avoir un choix compétitif, se trouve dans une ville où le maire décide de fermer les salons parce que Ça ne l'intéresse pas. ça ne l'intéresse pas, c'est-à-dire C'est des lieux de débauche. c'est des lieux de débauche. Il y a eu le tremblement de terre. Les gens, ils sont désarmés. Il faut fermer les salons, c'est ça la solution. Hmm. Et par-dessus ça, 1918, la grippe espagnole s'en mêle. Oh non. Et ben peu de temps après, Eh man, ça va mal ça. peu de temps après, arrive la prohibition. Donc, Ça va pas bien pour les malteurs. ça là. va très mal. Oui, la Steam existe sur papier, mais ils ne peuvent plus en produire. La brasserie Anchor existe, mais... Et puis là, il y a comme un brasseur qui s'appelle Kraus qui rachète presque la faillite. Avec un nom comme ça, c'est sûr que ça peut faire un crash. C'est ça. Parce que c'est Kraus. C'est Kraus. Mais lui, il tient à ce que la brasserie conserve son cachet. Est-ce qu'elle passe à travers? Il se dit, ben, jusqu'à... On va attendre la fin de la prohibition, puis il a réussi à maintenir les activités. Il a réussi à maintenir la brasserie en fonction. C'était une des pires brasseries, en pire situation financière de Californie. Qui était en train de faire faillite, là. Ça... Encore en train de faire faillite. En 1933, arrive la fin de la prohibition. Il se remet à produire. 1934, incendie. Hey, mais c'est de pire en pire. C'est de pire en Pourquoi pire. cette brasserie-là existe encore aujourd'hui? Parce que Ils ont de la chance dans leur malchance. Kraus, il croit toujours qu'on peut maintenir le produit. Il croit toujours que la Steam Beer, c'est une bière locale, c'est une bière pour la population. Kraus y croit. Kraus y croit. Et en 1936, il dépose la marque Steam Beer. Et il est rendu... Il la dépose parce qu'il était le dernier de Californie, dernier brasseur californien à faire encore de la Steam Beer. Hmm. Donc, il dit, je suis le seul, je peux déposer la marque. La brasserie est au bord de la faillite, mais au moins j'ai ça. j'ai ça. Ça va me coûter de l'argent pour avoir le brevet, mais au moins j'ai ça. Au moins, j'ai ça. Donc, il arrive comme ça à se
Puis il va vraiment contre-courant. Là. Il n'y a personne d'autre qui fait ça, Il y a c'est le dernier. Personne d'autre qui fait ça. Évidemment, là, on est rendu au milieu du 20e siècle. Les grosses brasseries commencent à pénétrer le marché californien. Mhm. Ça devient très difficile pour Pour une brasserie normale de résister à ça. une brasserie indépendante, Mhm. une petite brasserie qui fonctionne à l'échelle locale, Mhm. de tenir le coup. Et puis, tellement que dans les années 50, là, les grosses brasseries, ils jouent dur. Les prix, ils font baisser les prix. C'est-tu qu'est-ce qu'on appellerait aujourd'hui du dumping? Oui, on peut dire que c'est du dumping. Genre, c'est presque malhonnête tellement c'est bas. Ben, c'est au quart du prix que c'était vendu Wow. quelques années avant. La brasserie est mal entretenue. Mhm. Elle n'a pas fait d'investissement depuis des décennies. Plus personne n'en achète. La qualité est douteuse. Ah oui. Et puis, mais ça reste la seule à faire la Steam Beer. Mhm. Et en 1965, le petit-fils de Fritz Maytag, qui habite San Francisco, pas tellement- Fritz Maytag. Fritz Maytag. Maytag, ça, c'est pas C'est la le- compagnie qui fait des électroménagers. Exactement. C'est le petit-fils d'un industriel. Ce gars-là, il est richissime. Il est là. riche. Il a beaucoup d'argent. Il y a énormément C'est une d'argent. dynastie, cette famille-là. Oh oui, c'est un gros industriel. Là. C'est une Mhm. très, très grosse famille industrielle. Il habite à quelques pas de la brasserie. Attends parler que ça va pas tellement bien, parce que là, ça écrit dans les journaux que ça se peut que la Beer Steam soit plus brassée. Puis lui, il allait boire un verre là-bas quotidiennement. Non, parce que je pense que même le pub était fermé. Ça Ah, allait ouais, ok. tellement mal. Ah, ben ouais. Lui, il a décidé en 65 de se présenter sur place. Il est arrivé là en Cadillac, évidemment. Oh, ouais, parce que c'est Fritz Maytag. C'est Fritz Maytag, et beaucoup d'argent. Puis, il offre d'acheter la brasserie, 51 de la brasserie, pour 9 200 $. C'est rien. C'est rien, mais ça valait encore moins que ça. Donc, c'était quand même beaucoup. Attends, on est en quelle année, rappelle-moi? En 65. 1965? Ouais, c'est une brasserie moribonde. C'est la pire brasserie que tu pouvais acheter à cette époque-là. C'était ça, là. C'était ça, puis il l'achète. Une très mauvaise idée, c'était ça. Un exemple de mauvaise idée, c'était ça. Ben, c'est qu'il y avait un dessin. Fritz Maytag n'a pas juste acheté comme investisseur. Hmm. Il a acheté pour s'investir aussi dans une brasserie. Et pour lui, une brasserie, c'était pas juste de faire de la bière puis de gagner du marché. Une brasserie, c'était un lieu de rassemblement, un lieu de dégustation, une saveur locale. C'est là que tu vois la philosophie puis la vision en l'œuvre, là. Exactement. Un perron d'église, là, si on veut. C'est pour lui, c'était la vision de la micro qu'on a 40 ans plus tard. Et disons, la vision partagée qu'on a 40 ans plus tard, il ne va pas juste investir l'argent, il va carrément s'intéresser au brassage. Mhm. Il va étudier les livres de Pasteur. Il va étudier les livres de Jean Declercq, qui est une littérature très populaire dans les années 50 sur la compréhension des techniques de brassage. Il veut comprendre qu'est-ce qui va mal à cette brasserie-là. Mhm. Pourquoi la bière surit? Et qu'est-ce qu'il faut modifier? Et qu'est-ce qu'il faut modifier, mais pas en suivant des exemples de modernisation des grosses brasseries, Mhm. pas en pasteurisant, pas en filtrant à outrance. Est-ce qu'il veut vraiment faire quelque chose d'artisanal ou il cherche un chemin alternatif à ce qui est inévitablement le modèle de grande échelle? Bien, c'est que pour lui, le modèle de grande échelle ne fonctionnera plus. Il n'y a plus de place de toute façon. Mhm. Et il y a un besoin local pour des bières à saveur locale. Mhm. On est en Californie, on n'est pas dans le désert. On là. veut pas de la bière qui vient de Chicoutimi ou de Philadelphie. Je sais C'est pas ça. pourquoi j'ai mis Chicoutimi puis Philadelphie dans le même panier. Ouais, ça rime. Et puis, il va même, en 68, acheter un vignoble. Le type, il s'intéresse au retour aux sources. Mhm. Il va aussi s'assurer que on évite d'utiliser des agents de préservation. Pour lui,
le cobalt qui a amené la chute de la brasserie Dow à Québec. Tu connais un peu l'histoire du cobalt, là? Oui, j'en ai parlé brièvement sur un podcast, mais on n'a pas parlé beaucoup du rôle du cobalt. On a surtout adressé le fait qu'il y avait de la spéculation derrière ça. Sauf que c'est un dossier épineux parce que ça rappelle que les années 1960 puis 70 sont une période où est-ce que on passe d'un mode de production à un autre, puis les agents de préservation sont un énorme problème. Puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Quel genre de trucs bizarres qu'on met dans la bière à ces époques-là? Je pense que le cobalt est un bon exemple de trucs un peu choquants parmi d'autres. Mais lui était très critique sur l'utilisation de Pourquoi du cobalt? Qu'est-ce qu'il y a dans le cobalt? Moi, je peux pas t'expliquer. Je suis pas chimiste. Je fais juste te dire que il était sensible aux agents de préservation. Et là, on est des années 60, là, à l'époque où on met du MSG partout. Tu sais. Lui, il est déjà critique à ça. Il est en avance sur notre critique d'aujourd'hui. Il critique pour nous. Il critique pour nous avant nous, parce que c'est grâce à ça qu'il... Puis, il est toujours dans une brasserie qui a été faite au 19e siècle, qui n'a pas été modernisée. C'est ça. Et comment est-ce qu'on modernise sans dénaturer? Et c'est ça sa quête. Comment moderniser sans dénaturer? Comment refaire de la steam ou continuer à faire de la steam sans... pour qu'elle soit une valeur alternative à la Bud Light. Là. Hein? Comment est-ce qu'on peut... Je peux arriver à offrir quelque chose que tout le monde va aimer en étant tout à fait différent. Et lui, il a beaucoup hésité avant de mettre en bouteille. Parce que à partir du moment où tu mets ta bière dans un contenant, que tu ne la sers pas sur place, tu dois soit utiliser des préservatifs, soit des agents de préservation, soit utiliser une technologie très, très coûteuse, faire de la pasteurisation, qui va rendre le produit moins intéressant. Donc, il a longtemps hésité avant de mettre ses produits en bouteille. Il a fini par le faire et il a longtemps eu sa propre bouteille avec sa propre forme différente, qui n'était pas faite pour être distribuée à grande échelle, simplement localement. Donc, il a vraiment mis des bases ou des exemples de ce qu'une microbrasserie peut faire. Puis en fait, lui, c'est pas une microbrasserie qu'il faisait, c'était une brasserie. Sous l'exemple du 19e siècle. Et puis, il l'a fait au 20e. Il l'a fait en mettant beaucoup d'investissement de sa personne. Et une fois que la brasserie avait, si on veut, rejoint un certain marché, mais là, il a pu investir davantage et amener la brasserie dans une fine pointe technologique qui correspond aux saveurs de microbrasserie. Il a pu aussi soutenir de la culture de houblons différents sur la côte ouest. Il a pu, comme ça, amener un microcosme qui a permis à l'arrivée d'autres microbrasseries. Parce que pour lui, d'autres microbrasseries, c'était pas des concurrents. Parce que chaque microbrasserie a son rayonnement local. Pour lui, c'était d'autres personnes qui apportent la même vision d'un développement local et durable, mettons. Exactement. Puis lui, il a joué un rôle dans le développement du houblon en Californie. Quand je pense Californie, je pense houblon, je pense ensoleillement, je me dis, ça a l'air d'être un endroit excellent pour faire pousser du houblon. Puis je sais que les États-Unis font pousser une quantité ridiculement élevée de houblon parce que je sais qu'à peu près tout le houblon qui s'utilise au Mexique vient des États-Unis. Oui, tu as raison. La Californie, l'État de Washington, la région de Portland, des grandes houblonnières. Et non seulement c'est des grandes houblonnières, mais en plus, c'est qu'on s'est mis à développer un autre type de houblon. Des houblons plus aromatiques que les houblons nobles européens. Donc, à partir du moment qu'on a développé un nouveau marché, mais il y a tout un microcosme qui se met en place. Et puis, donc, si on repense à Molson qui brassait de la bière localement avec des ingrédients locaux, ben, en 1796, ben, en 1970, Fritz Maytag le fait aussi. On va prendre les ingrédients locaux, puis on va fournir à la clientèle locale. On va juste transformer notre environnement en un produit qui nous est propre. Tout en gardant un attachement historique à la steam beer. Et le fait que la bière...
Krause, en 1936, a protégé le nom Steam Beer, ça a permis à Anchor Brewery, dans les années 60, de pousser le marketing sur la Steam Beer sans avoir peur que des grosses brasseries fassent de la simili Steam Beer. Parce que c'est ça qui est le danger avec les grosses brasseries, c'est que s'ils voient une tendance émerger, ils attendent que le marché soit intéressant. Et une fois que le marché est mature, ben là, hop! Ben, c'est comme les microbrasseries d'aujourd'hui. Ils attendent que les microbrasseries soient assez prospères, puis ils achètent. Ils achètent ou reprennent la recette. Ils vont reprendre le style, ou ils vont reprendre... Mais ils attendent que les microbrasseries fassent rendre le marché assez attrayant pour leur échelle de production. Donc, et puis Fritz Maytag avait très bien compris ça, puis il disait, ben, avec Steam Beer. Le gars, c'est un entrepreneur, il pense en termes de marché. Oui, il aime la bière, je suppose, mais clairement, il pensait en termes de marché. Puis aujourd'hui, là, la Steam de Anchor, ça a quoi comme rôle chez les amateurs de bière artisanale aux États-Unis? Bien, ça reste une référence. Hein? Ça reste une bière qui a gardé sa qualité, qui a grossi sa production tout en étant capable d'y mettre les moyens pour que la qualité se conserve. Elle est toujours faite à San Francisco. Je pense que c'est un peu saturé comme marché, mais ça reste quand même un marché assez intéressant. Et ça reste une bière emblématique. En tout cas, c'est une bière, la California Commons, dont on parlait un petit peu plus tôt, qui est une des bières emblématiques de Anchor, sinon la bière emblématique, est assez connue pour avoir été référencée dans un des top 50 recettes pour des brasseurs à la maison. Parce que moi, je brasse à la maison et sans me targuer d'être excellent, ni même bon, j'ai déjà brassé une California Commons. Mais je dois admettre que votre version est encore pas mal plus bonne que celle que je goûte en ce moment. Ça me fait penser tout ça, la California Commons qui va contre le courant aux États-Unis puis qui reste malgré tout une référence. Est-ce qu'on a un équivalent au Canada? Du California Common, non. Parce que ça reste qu'au Canada, nos styles de bière ont été, au niveau des microbrasseries, très influencés par l'Angleterre. Parce qu'on est quand même, au 19e siècle, resté très connecté à l'Empire britannique. Et si je peux me permettre un autre exemple de retour aux sources, mais là, en deux phases, ça serait de vous parler de la brasserie Sleeman. Brasserie Sleeman qui a ouvert en 1847 à Guelph, en Ontario, qui était Upper Canada à l'époque. En fait, c'est ouvert par un immigrant qui vient de la région de Cornwall, Cornwall en Angleterre, évidemment, qui s'appelle John Sleeman, qui rachète la brasserie de Guelph, qui fonctionne plus ou moins bien, et se met à appliquer les techniques des brasseries de l'époque, c'est-à-dire utiliser l'engin à vapeur, utiliser les technologies pour produire d'abord une pale ale, et puis arriver aussi à conditionner la bière en baril, à développer des lieux d'entreposage dans des villes environnantes pour être capable d'agrandir son marché. On est dans la logistique, puis dans l'innovation, dans la technologie. Et cette brasserie-là tient tête à Labatt. Qui est déjà gros à l'époque? Qui est la brasserie qui connaît la plus grande progression à Toronto au 19e siècle. Mais Sleeman a plus d'employés, Sleeman vend plus de bière. Et Sleeman emploie des méthodes de commerciales assez inusitées, comme pour éviter que Labatt puisse s'installer à Guelph. Il s'aperçoit qu'il doit faire autre chose que de la pale ale, donc il se met à faire du porter. Il investit dans l'équipement. Oui. Moi, j'imagine ça parce que quand je pense à Sleeman, je pense à une bière de soif, une bière très légère. Puis là, tu me parles de porteur. Oui, il y a un porteur. Parce que la Sleeman qu'on connaît aujourd'hui, c'est... Bon, en fait, si on veut faire une histoire courte avec ça, en 1988, le petit-fils de John Sleeman découvre que son
grand-père faisait de la bière, tombe sur les livres de recettes de son grand-père, et c'est un entrepreneur, il se dit, ben, je devrais faire des bières. Je vais prendre les recettes de mon grand-père et je vais faire de la bière, comme au 19e siècle. Puis, il s'applique à faire une brasserie à Guelph, à recommencer à faire les bières selon les recettes de son père et se présenter comme une brasserie qui se connecte avec les méthodes de brassage du 19e siècle. Une quête d'authenticité pour se distinguer des Molson et des Labatt de ce monde. Et il peut non seulement s'inspirer des recettes de son arrière-grand-père, mais aussi de ses méthodes de marketing. Non seulement il diversifiait ses recettes, mais en plus, il avait compris qu'une des façons pour gagner du marché, c'était d'investir dans le sport. On est dans les années 1870, là. Non seulement 1870. Donc ça, c'est son fils, c'est John, c'est George, le fils de John, qui, lui, veut aller plus loin, agrandit la brasserie, construit des branches, mais investit dans le sport par des commandites, mais aussi en jouant lui-même dans l'équipe locale de baseball. Ouais. Il incarne le brasseur qui lance la balle comme étant une espèce de leader au sein de sa communauté à travers le sport. Hey, mais t'imagines-tu le symbole de ça? Toi? Énorme. C'est énorme. C'est bon de boire de la bière parce que t'es un sport, t'es un sportif. En plus, le baseball, bon, c'est pas si exigeant, là, on peut boire un peu. Là. Effectivement. Mais, donc, il y a ces méthodes-là marketing qui sont très à l'avant-garde. Et puis, on est au 19e siècle, puis là, il a compris qu'on peut faire des liens avec le... Puis, il arrive comme ça à se hisser parmi la plus grosse brasserie de la province de l'époque. En Ontario, ça? En Ontario. En Ontario, à l'époque, Sleeman, c'est le plus gros joueur. C'est le plus in gros town. joueur. Et il y a une menace en Ontario, c'est les mouvements prohibitionnistes. Ah oui, alors là, on est rendu là. On est rendu là, le OK. 1798, 1898. Et lui, ben, il prend le taureau par les cornes. Là. Vu que les référendums sont à l'échelle locale, ben, il s'assure d'être conseiller. Conseiller à la ville. Ben ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'intégration, genre 360 degrés. Tu sais, en économie, on voit l'intégration verticale et horizontale. Lui, c'est non, on s'en va partout. On est partout, on ne peut pas se faire affronter. On joue à la balle, on est au conseil municipal, on est partout, on veut combattre les... Puis le mouvement prohibitionniste est assez fort en Ontario. Il y a des villes voisines... Beaucoup plus qu'au Québec. Hein? Beaucoup plus fort qu'au Québec. Il y a des villes voisines qui se trouvent sous la prohibition. Il dit à la population, il dit, depuis que la ville voisine est... Excuse-moi. Depuis qu'on interdit à la ville voisine de servir de l'alcool à les salons, la production a augmenté. Donc, c'est la preuve que c'est pas en fermant des salons ou des bars que on va contrôler l'alcool. Donc, il y a toutes sortes d'arguments comme ça qui servent un peu de sa production, un peu de son C'est tout bon pour lui. C'est tout bon pour lui. Donc, on appelle ça de la corruption en passe. mais en fait, il a toujours arrivé à jouer la question d'une façon comme si c'était pas la meilleure façon de contrôler la consommation. Évidemment, quand tu es brasseur, tu essaies de présenter un peu la tempérance comme étant ton option la plus valable parce que si la tempérance fait en sorte qu'on vend moins d'alcool fort, ben ça te fait plus de marché. Donc, il y a toujours une espèce de double discours sur l'alcool. C'est un point extrêmement important parce que la tempérance est d'abord une réaction contre l'alcool fort et beaucoup moins une réaction contre la bière. Fait que, un brasseur a avantage à être, disons, supportif jusqu'à un certain point des mouvements de tempérance, parce que ça veut dire que sa bière est l'alternative au fort. Exactement. Et puis, en étant impliqué dans sa communauté, il montre qu'il est quelqu'un de très responsable. Donc, il joue le personnage. C'est un personnage typique d'industriel de petite ville des années du 19e. Là. Les gens sont partout, là, parce que c'est des figures importantes. Là, et puis, il doit vraiment avoir un bon sentiment d'appartenance à la communauté pour écouler ses produits, pour avoir de la main-d'œuvre. Puis, il faut voir aussi que on est en Ontario, au milieu du 19e, vers la fin du 19e. Il y a une communauté allemande très importante à Waterloo. Tellement que Waterloo, à l'époque, s'appelle Berlin. Sérieux? Oui. Jusqu'à quelle année, ça? Jusqu'en 1916, où on a tenu un référendum
Parce que suite à la T'es Première Guerre pas sérieux? mondiale, Ben on oui, là, remettait en les Allemands, question. c'est les C'est méchants. l'ennemi. On a remis en question et on a décidé d'abolir l'utilisation du mot Berlin pour Waterloo. On a appelé Waterloo. Mais une grosse communauté allemande. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il s'est mis à faire de la lager pour cette communauté-là. Lui qui est d'origine britannique. Donc, il a un peu comme ça à s'adapter à... Mais Dieu sait que les Britanniques de l'époque avaient beaucoup de choses contre la lagueur. Ben, oui, et puis, oui. Ben, en fait, il arrivait à dire, ben, je fais la lager pour la communauté allemande. C'est ça. Je fais la ale porter pour ma communauté. Puis, parce que là, il avait toujours peur que les lagers de la batte débarquent et puis il enlève le marché, comme ça se passait aux États-Unis. Ouais. Donc, il voulait éviter d'être dans le même panneau. Et puis, ce qui a fini par mettre fin à l'aventure Sleeman, c'était la prohibition de 1916, qui était une prohibition provinciale. Donc là, c'est devenu impossible de produire là et abandonner l'aventure. Et c'est son petit-fils qui reprend en 1988 les idées de son grand-père, utilise une publicité où il se présente comme une ancienne brasserie. Et ça a tellement bien fonctionné, les publicités de Sleeman, au Québec en particulier. On est en 1995, là. On est dans les années du référendum. La bouteille de Sleeman, ça incarne la culture canadienne, mais à fond. On a une bouteille en verre qui a une feuille d'érable dessus avec un gastor. Le type, il vend la bière au Québec. Il se présente comme un Canadian proudly. Et ça fonctionne à fond. Comme quoi, parfois, une approche en marketing qui est authentique, même si c'était un peu... Même si ça va à contre-courant. À contre-courant de mouvements politiques, c'est accepté parce qu'on y ressent une authenticité. Et je pense que le petit-fils, John Sleeman, a très bien compris que la carte de l'authenticité jouait en sa faveur et ça lui a permis de développer sa brasserie, ensuite la revendre à Unibroue, tout ça. Mais c'est pour dire comment ce qui était une brasserie au 19e siècle peut devenir une microbrasserie au 20e sous des paramètres semblables. C'est-à-dire indépendant, marché local, marché de proximité avec sa communauté. Et c'est comme ça qu'on remet la bière comme un produit qui a une charge culturelle qui s'est perdue à travers les grosses brasseries et la rationalisation extrême. Mais écoute, pendant que tu prends une gorgée bien méritée de ta bière, moi, je réfléchis, là, puis je fais le calcul. 1916, ça n'existe plus parce que c'est interdit pendant un an. Puis là, petit-fils, 1988 à peu près, décide de relancer la patente entre 1888 puis 1916. Il y a beaucoup d'années. Il n'y a pas de Sleeman entre ces deux dates-là? Ça n'existe pas. Ça disparaît. OK. Donc, mais lui, il reprend ça en 88 et par sa publicité, il laisse entendre que c'est un retour aux origines. Que c'est un retour aux origines. C'est un coup marketing, on s'entend. C'est un excellent coup marketing. Mais c'est réussi. Ben oui. Dans le marketing, si ça marche, ça marche. C'est ça le critère de succès. Ça n'a pas besoin d'être vrai. Mais quand même, il faut dire que John Sleeman, en 88, avait été importateur de bière. Donc, il a connu... Et ça, il connaissait le marché. Il connaissait le marché. Ouais. Et je dirais que les bières importées ont servi un peu à permettre de préparer le terrain aux microbrasseries. Parce que c'était des saveurs différentes des bières de macro. Et puis, on voyait aussi que les gens étaient prêts à payer plus cher pour la bière. Donc, on voyait que la bière importée était... On était en train de développer une clientèle qui cherchait quelque chose. Ouais. Et c'était plus la bière au moindre coût. C'était pas le best bang for the buck, là. On cherchait à avoir une meilleure saveur. Déjà, là, on allait chercher une expérience. Une expérience. Ouais. Et on a vu que ça s'ouvrait, mais qu'en même temps, c'était pas mal coûteux. Et puis, rapidement, on tombait sur des modèles de bières importées qui étaient... Les plus populaires n'étaient pas les bières les plus goûteuses. On se ramassait avec des Corona, avec des majors, mais des autres brasseries. Fait on finissait par un peu faire le tour. Donc, ça fonctionnait pas vraiment comme pour combler la demande. Et la micro, elle, son offre, qui était locale,
répondait à un besoin qui était déjà en place. Mais on s'entend que c'était un besoin qui était de quelques pourcentages de marché, là. Ouais. C'était vraiment pas facile. Il y avait aussi toutes sortes de lois qui compliquaient les choses. Mhm. Jusqu'en 1979, il était interdit de brasser maison. Donc, si tu aurais voulu créer une bière, comment Au tu pouvais- Canada, ça. Au Canada et aux États-Unis. Donc, Ouais. C'est comment- Carter qui a changé ça aux États-Unis. Oui. Hein? Mais comment voulais-tu développer une microbrasserie chez toi ou des recettes chez toi si c'était interdit Ben, là, de fabriquer de l'alcool? Ouais, tu peux juste pas. Là. Tu peux juste pas. Donc, il fallait que tu sois comme Molson ou même les micros n'existaient plus, là. Ouais. Donc, Comment tu vas aller mettre au défi une majeure? Comment tu lances ta brasserie? Où tu vas développer ton expertise? c'est impossible. Puis même à l'intérieur d'une grosse brasserie, c'était impossible de faire des bières qui goûtaient différentes. Il était rendu avec un système de haute gravité. Rappelle-moi, densité. c'est quoi un... Ah oui, ça, c'est quand tu fais un mou Tu fais un mou. vraiment intense, puis Très là, tu mets de l'eau dedans pour C'est diluer, ça. puis tu as une bière fade. Exactement. Puis ça fait que ton usine est faite comme ça. Mhm. Donc, faire une bière pure malt, c'était tellement coûteux. Puis en plus, sur le plan marketing, ben, ça coûtait trop cher. Tu sais, ce qui coûte... Dans les grosses brasseries, ce qui coûte le plus cher, c'est le marketing. Mhm. Après, l'usine, elle essaie d'opérer au moindre coût possible. Ouais, Mais ouais. si tu dis on va changer le produit, là, tu dis non, trop compliqué pour le marketing. C'est le marketing qui est la plus grande Oui. dépense d'une brasserie? Oui, de grandes brasseries. Ouais, OK. Micro, c'est différent, puis pas autre chose, là, mais grosse brasserie, c'est d'abord, ils se posent la question est-ce que je peux vendre la bière? Après, je vais faire la bière. Mais il faut que je commence par voir qu'est-ce que je peux vendre. La distinction que tu fais entre une microbrasserie et le brewpub, sais-tu que le brewpub est une microbrasserie qui vend juste sur place? Oui. Mettons, on pourrait dire le brassage artisan, c'est que tu vends juste sur place. Et que les clients viennent chez toi et font l'expérience de consommer la bière à la brasserie. Mhm. La microbrasserie, elle, peut faire ça aussi, mais est surtout connue pour sa distribution. OK. Soit format individuel pour la maison ou soit dans des bars et restaurants. OK. Et quand on parle de macro-brasserie, ben là, on parle juste de distribution. Mais le brewpub, là-dedans, c'est quoi Le exactement? brewpub, c'est l'appellation anglaise du brassage artisan. Ah, OK, je comprends. Et puis, je ne veux pas parler des lois parce que ça varie tellement d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre, mais c'est plus l'idée. Mhm. L'idée que tu te déplaces à la brasserie pour aller consommer. Ou même, quand on parle des traditions américaines, il y a cette idée-là que au 19e siècle, la bouteille, c'était coûteux, c'était difficile à faire l'embouteillage. Donc, si tu voulais de la bière à la maison, Mhm. tu allais dans une taverne et tu demandais un growler. C'est un growler? Un growler, ouais, c'est comme un cruchon dans OK. lequel on te remplissait de bière et t'amenais ça chez toi. Et les brasseries artisanales aux États-Unis dans les années 90-2000 ont repris cette tradition-là et ça fonctionnait très bien. Eh ben, moi, je pense à la blonde du prospecteur, là. C'est un Oui, cruchon. c'est ça. Je pense 1,5 ou 2 Exactement. litres, peut-être. C'est entre 1 et 2 litres, oui. Puis premièrement, la blonde du prospecteur dans le cruchon, là, elle est déraisonnablement bonne. Ouais. C'est impardonnablement délicieux comme Ouais. bière. Je comprends pas pourquoi c'est dans un cruchon. Mais- C'est une des seules bières au Québec que j'ai Ouais. vues dans un cruchon. Mais ça, c'est un concept du 19e. OK. C'est le concept qu'on allait chercher à la brasserie un contenant de bière. Mhm. Comme on faisait avec de la melasse. comme on faisait. C'était comme le vin de table, mais pour la bière. C'est ça. Et c'était une façon de distribuer la bière à partir Ouais. de la taverne. Ouais, Avant qu'on se mette à faire de la distribution. Donc, c'est Mhm. l'ancêtre de distribution. je comprends. Donc, et ça, c'est les microbrasseries remettent ça de l'avant. Donc, on remet de l'avant une tradition du 19e siècle. Mhm. Donc, on voit qu'une distribution locale avec une appartenance de la brasserie à sa communauté. Et ça amène une multiplication des brasseries parce que dans ce temps-là, tu peux ouvrir une brasserie pour 5000 habitants, là, dans un Mhm. village. Là. Ouais. C'est possible, là, comme une boulangerie. Mhm. Donc, c'est toute une révolution du mode de production, de proximité entre le Mhm. consommateur et le produit, parce qu'on se rappelle qu'à la base, la bière, c'est pas fait pour être transporté au bout du monde. Là. Non. Pour le faire, tu dois tellement la modifier Mhm. que tu n'as plus de la bière au bout de ligne. Là. Même que les mots sont importants, évidemment. Jusqu'au 16e siècle, il n'y a pas de bière. C'est de la cervoise. Mm. Le
distinction, plutôt le 15e siècle, la distinction principale, c'est ta bière est une cervoise avec du houblon. Ta bière est une cervoise que tu peux déplacer, qui voyage bien puis qui surrit moins vite. Cette différence-là, le houblon, change le marché, change le monde. Ouais. Pense à ça, le houblon fait la différence entre des marins qui vont survivre au-delà d'un voyage de 3 semaines. Sans houblon, tu n'as pas de conquête américaine. Non. Sans houblon, tu n'as pas de voyage maritime qui passe d'un continent à l'autre. Le houblon fait le monde moderne, comme bien d'autres affaires. Le houblon n'a pas un monopole sur la modernité, bien au contraire. La réformation, toutes sortes de découvertes scientifiques vont être super importantes, mais avant l'hygiène publique de la fin du 19e siècle, il n'y a pas grand-chose qui a autant contribué à l'essor de l'humain que la boisson fermentée. Et par-dessus ça, la boisson fermentée avec du houblon a permis beaucoup d'essor puis de voyagement. Je pense que le voyagement est peut-être l'apport le plus important du houblon à partir du 16e siècle. Mais aussi, il faut voir qu'à partir du moment où tu prends de l'eau et que tu la bouilles, tu viens déjà de la rendre sécuritaire. Ouais. Oh, ouais. Donc, rendu là, aussi bien de mettre des céréales puis en faire de la bière. Ouais. Et puis mettre du houblon pour que ça dure plus longtemps. Donc, je pense que le premier... Pourquoi la bière autant est aussi populaire dans le monde occidental, c'est parce qu'on a eu cette méfiance envers l'eau, parce qu'il y avait toutes sortes de pathogènes qui s'y retrouvaient. Donc, de un. Dans les périodes de guerre, on sait qu'une des stratégies de repli, c'est de empoisonner les sources d'eau et de se replier. Donc, on sait qu'on si on fait bouillir, on fait de la bière, on a un liquide sécuritaire, on a une ration alimentaire. C'est plus facile de faire de la bière que du pain en campagne militaire. Donc, je pense que notre passé occidental guerrier a favorisé l'apparition ou la consommation de la bière. Dans le fond, on voulait juste un liquide sécuritaire, nourrissant. Ouais. Et puis, c'est seulement au 19e qu'on a essayé de le rendre plus prestigieux dans le désir de créer un nouveau marché, dans le désir de rendre le produit, d'y amener une plus grande plus-value. Mais autrement, la consommation était déjà préexistante pour des conditions sanitaires, si on peut dire. Tout à fait. C'est une drôle d'aventure dans laquelle on est. Ce qui est intéressant dans l'histoire de la bière, c'est réaction. On passe d'un phénomène à un autre, une technologie crée une tendance, on lance un style, ce style-là devient dominant, on invente des styles pour donner la compétition à ce style-là. Se différencier, ça. Puis là, Sleeman, pour finir la boucle. Oui. Donc aujourd'hui, Sleeman est une énorme compagnie qui a d'ailleurs acheté Unibrew. Non, c'est le contraire. Sleeman, oui, t'as raison. Ils ont acheté Unibrew. Ouais. Ensuite, Unibrew a été racheté par Sapporo. Et Sleeman a acheté Unibrew, mais Sleeman s'est fait racheter par Sapporo, qui est une compagnie japonaise. Ouais. Est-ce que la compagnie japonaise elle-même est la propriété d'un autre consortium? Peut-être. À ce niveau-là, on ne sait plus. Mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire de Sleeman a duré le temps d'un conte de fées. Là. C'est pas quelque chose qui est dans la pérennité. Là. Parce qu'on est quand même dans quelque chose où on a juste recréé sur des anciennes recettes. On a fait un buzz, si on veut. Tandis que si on compare à ce que Anchor Brewery a fait, sous Fritz Lang, là, on ne parle pas de la même chose. On parle d'investissement, on parle de repositionnement, on parle d'avancées technologiques, de supporter une communauté. On va beaucoup plus loin comme assise. Donc, je dirais que Anchor Brewery, c'est une assise, un exemple pour les microbrasseries. C'est la preuve que ça peut exister. Ça a donné du courage à plein de gens. Je pense, entre autres, ici à Peter McCausland, qui a ouvert une brasserie dans les années 80. S'il n'y avait pas eu Anchor Steam Beer, je ne pense pas qu'il aurait eu le courage de prendre tous les risques qu'il a pris. Attention, McCausland, c'est gros comme nom au Québec. Là. C'est très gros. Il est mal connu, mais il est gros. En tout cas, dans le monde de la bière. Mais je pense qu'il est bien connu,
Mais son apport au niveau des microbrasseries, c'est une personne qui a risqué une carrière possible, qui, avec sa femme, se sont lancés comme des gens au 19e siècle en affaires pour faire de la bière dans un marché où le monde des microbrasseries était à faire. Faire de la meilleure bière que ce qui existait, c'était un gros défi à l'époque, juste pour vendre, parce que dans les années 80-90 au Québec, une des meilleures façons pour commencer à gagner du marché, c'était de vendre en fût dans les bars, dans les restaurants. Donc, il fallait quand même convaincre les gens qu'on faisait une bière différente de la Molson ou de la Labatt. Donc, la stratégie de Peter était d'aller carrément avec un fût puis un truc pour servir là, avec la glace. Et puis, il faisait goûter carrément la bière aux gens à la Taverne Magnan ou pour convaincre par le goût que la bière était intéressante, parce que c'était son seul argument. Son nom. Comment il aurait pu se faire connaître autrement? Fait qu'il arrivait avec son fût puis il faisait des dégustations. Là. Il faisait goûter la bière. Salut, voici ma bière. Voici ma bière. Il faisait goûter aux tenants, puis ça faisait goûter aux clients. Puis là, il réussissait à vendre un fût. Les gens, c'est différent, c'est vrai. C'est comme ça. Même chose pour Boréal. La Boréal Rousse, qui était la première bière, c'était de pénétrer dans les établissements les plus prêts à essayer un nouveau produit, où il y avait des jeunes, faisaient goûter cette bière-là, puis parce qu'elle était rousse, parce qu'elle était plus houblonnée, les gens disaient, Puis là, tranquillement, on s'est fait une image d'une bière différente, de la bière des macros, et puis ces gens-là, au début, ont eu beaucoup de difficultés à faire leur place, même si il y avait un marché pour les bières importées, que la brasserie... les brasseries, les majors faisaient à peu près toute la même bière. Même si sur papier, il y avait de la place, en pratique, c'était un effort. Donc, ces gens-là ont pris des risques. Et puis, je pense qu'il faut le dire aujourd'hui, qui ont été persévérants et ça a apporté du succès. Un peu comme la Mer à boire, qui faisait de la lager avant tout le monde, qui faisait une pilsner. On vendait même pas les autres bières. Les gens arrivaient et ils étaient découragés parce qu'on n'avait même pas de Boréal rousse. Ah ouais? La perception dans le temps, c'était que pour une microbrasserie, vous étiez décevant parce que vous n'aviez pas de rousse. Parce qu'on n'avait pas la Boréal rousse. Fait qu'ils voyaient microbrasserie, ils disaient « Ah, Boréal. » Au moins, tu as de la Boréal? Non, j'en ai pas. Ils commençaient par nous demander si on avait de la bière. Là, on disait, on fabrique notre bière là. Ah ouais. Puis, puis nous, on vendait sur place seulement. Puis là, ils nous regardaient et ils disaient, t'as même pas de Boréal rousse? Comme t'as même pas la seule bière que je connais Ça, le micro. c'était le ton très, très, très fort en jugement de l'amateur de la microbrasserie québécoise de l'époque, c'est « T'as-tu une Boréal? » C'est ça. Ce qui veut en dire beaucoup, ce qui en dit beaucoup sur à quel point la Boréal a été aimée très tôt. C'est un compliment pour eux, c'est aussi le gage d'une ignorance certaine par rapport à ce que vous étiez à l'époque. Ben oui, parce que nous, on distribuait pas et on faisait la même chose que Peter McCausland. On disait à la personne, OK, on n'a pas ça, mais est-ce que tu veux goûter, qu'est-ce que je fais? Puis là, on offrait un échantillon. Puis, 9 fois sur 10, la personne s'assoyait, puis elle prenait un verre ou une pinte. Puis, 1 fois sur 2, elle revenait. Mais ça me fait penser, vous, là, votre stratégie, votre vision, votre philosophie, est-ce que vous voyez comme étant un brewpub de la place, c'est-à-dire une brasserie de quartier? Quand vous brassez votre bière, vous vous orientez où par rapport aux géants du monde? Bien, en fait, on n'est pas capable de faire des bières industrielles. On ne va pas essayer de faire de la Molson, on n'est pas capable. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, on n'a pas les moyens de faire ça. Next. Donc, on va faire le mieux qu'on peut faire. Donc, on va utiliser des levures, du malt. On va essayer de contrôler pour avoir un produit le plus stable possible, avec des saveurs qu'on veut pas trop excentriques, parce qu'on veut pas déplaire à quelqu'un qui veut s'intéresser à la bière. Puis on fait, comme John Sleeman, une Pale Ale, une Porter, puis une Lager. Ça, c'était la trinité de Sleeman à l'époque. Sleeman ne fait plus de porteur aujourd'hui, j'imagine? Je sais pas, ben ça se pourrait, mais ça fait très longtemps que j'ai pas suivi les... C'est ma prochaine question, là. je vais demander à Sleeman. Faudrait que tu demandes où il en est rendu avec sa brasserie. Donc, on s'en tenait à ces 3 bières-là, une bière rousse, une bière blonde, puis une bière... et puis, on convainquait les gens un palais à la fois. Et puis, c'était,
Où tu vas trouver ta bière? Ben, tu vas la trouver si tu reviens ici. Mhm. On ne l'a pas ailleurs. Tu sais. Puis Ouais. tranquillement, tu crées un lieu de consommation, tu crées un lieu d'échange. Les gens, pourquoi ils viennent? Parce que la bière est faite sur place. Donc, ça te différencie des autres pubs environnants. Mhm. On avait le Cheval Blanc qui était pas loin, qui faisait 10 ans qu'il était ouvert avant nous. Mhm. Mais eux, ils faisaient des styles belges. Mhm. Nous, on faisait des styles allemands, anglais, tchèques. Donc, c'était différent. Donc, on était capable d'être distincts. Mais souvent, on partageait un peu la même clientèle. Les gens qui s'intéressaient à des bières de micro, ben, Mhm. allaient, quand ils venaient à la mer à boire, ben, ils allaient au Cheval et vice-versa. Et ça faisait en sorte qu'on devenait aussi un quartier où plus il y avait de microbrasseries, plus il y avait de brasseries artisanales, bien, plus ça attirait de clientèle. Mhm. Parce qu'ils se disaient que s'il n'y avait pas de place dans une, il y avait de la place dans l'autre. Puis s'ils voulaient se faire une petite tournée, bien, ils goûtaient une bière d'une place, une bière dans l'autre, puis ça comblait les palais, tu sais. Ne jamais sous-estimer l'importance d'un pub crawl pour les futurs clients que sont les étudiants Voilà. du cégep et de l'université. Oui. Alors, beau portrait de la scène brassicole des microbrasseries avant la microbrasserie. Ce qu'on voit, c'est le thème sous-jacent de la microbrasserie qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit dans l'Outaouais où est-ce que ce podcast est enregistré, ou à Montréal, ou à Baie-Saint-Paul. Le désir de retourner aux sources, la recherche d'authenticité. Anchor et Sleeman sont deux méthodes différentes de retourner à des sources qui ont bien payé ultimement avec le temps et qui sont un symptôme d'une réaction à notre société hyper industrialisée ou même désindustrialisée, dans le sens où est-ce que tu as beaucoup de grands bâtiments aujourd'hui qui sont devenus un peu des vestiges et tu as une réappropriation qui est une recherche d'un monde plus juste, plus intime, si on veut, d'une expérience plus vraie et d'une terre un petit peu plus écologique. Beaucoup de choses se mélangent là-dedans dans ce que je viens de dire, mais le thème sous-jacent reste la recherche d'authenticité, le retour aux sources. Deux brasseries qui se sont distinguées avant ce qu'on appelle communément la révolution microbrassicole. C'était René Guindon qui était avec moi, copropriétaire de La Mer à boire à Montréal, rue Saint-Denis. Si vous cherchez des styles classiques européens, allez les voir et essayez leur Tcharna. J'en dis pas plus à ce sujet. Et si vous nous avez suivis jusqu'ici, si vous aimez bien notre discours et nos idées, écrivez-nous. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets qui vous intéressent. Le temps d'une bière, c'est un podcast qui parle de la vie de votre histoire, de celle de vos cousins d'une autre époque, de vos voisins d'une autre culture, à travers ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent et ce qu'ils consomment en général. Abonnez-vous. Et puis, un grand merci. Et merci à toi, René, pour avoir été avec moi le temps d'une bière. Plaisir. Salut!